Bonjour à vous, ici Mom. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mon rapport à un groupe. La dernière fois, on avait parlé de Suffocation, l'excellence brutal death metal. Et on continue notre exploration très inspirée de ce que fait la collection metal. Je vous rappelle, cette chaîne elle est super bien, je vous remets le lien ici. Puisque le format vous a plu, j'ai sorti de ma collection un autre groupe dont on va pouvoir parler aujourd'hui, et c'est Death, ouais. Évidemment que non, je suis pas aussi prévisible, en plus Death, j'en ai parlé en long, en large et en travers. Ceci dit, si vous voulez que je fasse mon rapport à Death, ça peut se faire, dites-le moi en commentaire. En attendant, la discographie de Death, on va la mettre derrière. Et maintenant que nous sommes débarrassés de la petite blague qui fait rigoler, on va pouvoir parler du groupe qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce n'est pas Death, autrement dit mort, dont on va parler, mais méga mort, ou plutôt Megadeth. J'ai sorti de ma bibliothèque ma collection Megadeth. Bon, je n'ai que 4 albums, c'est vrai que c'est un groupe historique qui a sorti beaucoup de disques, mais la bande à Mustaine aussi a eu beaucoup de musiciens qui sont succédés. Et ce qui fait qu'il y a des périodes quand même assez différentes, il y a des sons très différents dans Megadeth. Et honnêtement, j'aime pas tout du groupe. Mais pour ce qui est de l'aspect historique, on y reviendra plus tard. Non, là on est plutôt à parler de mon rapport à Megadeth. Et donc comme la dernière fois on a parlé de mon rapport à Suffocation, quand j'ai découvert, dans quelles conditions aussi, il est intéressant de revenir sur ce groupe-là de la même façon. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, mais il faut savoir que moi j'ai découvert le métal par mes propres moyens, au hasard sur internet. Je suis tombé sur The Black Magis, qui est un groupe de reprise de musique de Final Fantasy. Comme je suis fan de Final Fantasy, j'ai beaucoup aimé entendre ces musiques sous forme métal. Et ça tombait bien parce que la plupart des compositions qui ont marqué enfant étaient orientées heavy metal, voire prog. Et donc je me suis engouffré dans les océans du métal progressif, notamment du power progressif. Mais mine de rien, entre mes 15 et 17 ans, j'ai beaucoup aussi exploré le melodic death metal. Donc j'ai pas mal creusé comme ça des groupes que mon frère écoutait également. Et c'est vrai que mon grand frère, lui, il a plutôt été orienté thrash metal, melodic death, pagan metal aussi. Et ce qui s'est passé, c'est quand j'ai eu mon premier ordinateur à 17 ans, eh bien, j'ai eu le disque dur de mon frère, puisque lui avait changé d'ordinateur. Il avait aussi changé de disque dur. Il avait pris ses fichiers, les avait mis dans son nouveau disque dur. Mais moi, j'ai récupéré son ancien, et il y avait encore sa collection de métal à l'intérieur. Quand j'avais 17 ans, je passais comme ça des soirées à éplucher un petit peu ce qu'il avait. C'est comme ça que j'ai pu découvrir des projets assez particuliers. Alors, il y a un nom dont j'ai oublié, je crois que c'est Incubus, ou... je sais pas, je mettrai la cover ici, mais c'était un groupe très orienté musique de film, et c'était un album comme ça, d'une ambiance bizarre, ambiance de salle de chirurgie. J'ai pas vraiment compris le délire quoi. Et c'est vrai qu'au milieu de tout ça, il y avait aussi plein de projets de black prog norvégien, d'avant-garde norvégienne aussi, qui n'écoutait pas forcément, mais qu'il avait pris par curiosité. Et donc voilà, à 17 ans, j'écoutais pas mal aussi Exodus, Testament, ce genre de choses, parce que c'était dans son ordinateur, et qu'il appréciait ce genre de thrash metal. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, j'aimais pas trop. Et ce qui m'a fait le déclic, c'est quand en 2009-2010, j'étais en première année de licence, donc première année à l'université, et j'avais chopé le jeu Guitar Hero Metallica. Donc en jouant à Guitar Hero Metallica, j'ai écouté des sons de Metallica, je me suis intéressé à Metallica, notamment l'album Ride the Lightning, And Justice for All et Death Magnetic, et je dois avouer qu'il y a quelques sons de Metallica, ils me mettaient bien tu vois à l'époque, moi j'aimais bien The Unforgiven, mais je préférais The Unforgiven 2, jugez-moi je m'en fous. Mais voilà, il y a des morceaux de Metallica que j'apprécie énormément, la plupart de And Justice for All, Blackened, Shortest Straw, To Live is to Die, ce genre de choses. Et dans Death Magnetic, il y a des morceaux qui sont sympas, The Day That Never Comes, Cyanide, Suicide and Redemption. Et en fait, je me suis aperçu que j'appréciais surtout les morceaux instrumentaux de Metallica. On se refait pas, je viens du prog, et initialement, je préférais la musique instrumentale. Forcément, quand tu commences à creuser Metallica, il y a cette petite guéguerre qui se forme entre Metallica versus Megadeth. En 2010, je décide de me lancer Megadeth par son premier album que je n'ai pas en physique, donc je vais juste mettre l'insert ici, Killing is my business and business is good. Là où c'est intéressant, c'est que mon premier rapport à Megadeth date d'avant, avec Duke Nukem. Oui, pour une raison que j'ignore, Megadeth, c'est le groupe de Duke Nukem. Alors je sais pas si aujourd'hui ça parle encore aux gens, mais c'est vrai que à l'époque où il y avait l'Arlésienne Duke Nukem Forever, et même à l'époque de Duke Nukem 3D, il était dit que le Duke, il écoutait du Megadeth.
Et ça c'est parce que notamment Megadeth avait repris le thème de Duke Nukem 3D version métal, tu vois. Et puis le Duke, il est baraque, il est bonhomme, il est américain. Ça colle très bien à la DA de Dave Mustaine. Mais Dave Mustaine, on y reviendra plus tard. Donc voilà, pour moi, Megadeth, c'était l'anti-Metallica et le côté américain à fond. Et donc je me lance Killing is my business and my business is good, sans vraiment avoir d'idée de ce que ça pouvait donner musicalement. Parce que le thème de Duke Nukem 3D, il n'est pas représentatif du style Megadeth. Je me souviens aussi qu'à l'époque, je m'étais pas forcément intéressé au bail Metallica, Megadeth, aux luttes qu'il y avait entre les deux groupes. Et je me souviens très bien qu'en écoutant Killing is my business, la première sensation que j'ai eue c'était « Ah ouais, ça c'est un groupe, il sait où il va ». Alors, oui et non, parce qu'en réalité, Killing is my business, c'est un album qui sue le côté punk, ça pue l'alcool, ça pue la drogue dans tous les sens. Les compos en fait, elles sont dingo, et vraiment tu sens que ça y allait bien en studio pour se mettre des grosses mines. Et mais derrière, au niveau compo, mais c'était complètement débridé quoi. Et c'est vraiment ce côté débridé, parfois technique, qui m'a fait me dire pourquoi j'écouterais Metallica alors qu'à côté de ça, il y a Megadeth. Parce qu'il faut bien comprendre que Dave Mustaine s'est en fait virer de Metallica pour des raisons évidentes que Dave Mustaine, il est fou en fait ce mec, il est complètement taré. Il y a des anecdotes comme ça que Metallica a déjà évoqué, notamment le pot de fleurs et compagnie, c'est comme ça qu'il a rencontré quelqu'un, bref. Si vous avez regardé la vidéo de Metallica, vous connaissez cette anecdote. Mais Dave Mustaine c'était un mec complètement zinzin, et qui quand même se mettait beaucoup de mine à coup d'alcool et de drogue. Et ça, pour Metallica, ça n'allait pas. De toute façon, la question de la drogue dans le métal, je veux dire, c'est pas pour rien que Hawkwind s'est par exemple écarté de Lemmy Kilmister, c'est parce que niveau drogue, ils étaient pas d'accord. Lemmy Kilmister, il tournait pas aux mêmes drogues que Hawkwind. Et comme les drogues ont des effets différents, forcément, ils n'étaient pas compatibles au niveau sensoriel, émotif et comportemental. Et Dave Mustaine, non seulement niveau consommation de substances, il était au taquet et ça collait pas avec Metallica, mais en plus de ça, il avait d'autres ambitions, le Boog. Et donc, il en ressort de Killing is my business, cette rage, cette dalle monumentale. Tu sens que le père Mustaine, là, il a faim, il en veut, il veut prouver ce qu'il a à donner. Et c'est ça que j'apprécie dans Killing is my business, cette énergie débordante qui pulse dans tes oreilles. Killing is my business, c'est que des tubes, aucun skip. Et ça, c'est un truc moi qui m'a toujours gêné chez Metallica, c'est que chez Metallica, il y a toujours des titres que je skip, même sur Kill Em All. J'ai envie de te dire, même l'album Kill Em All, moi, il me plaît pas trop. Il me plaît pas trop parce que certes, il est historique, il est sorti avant Megadeth, mais tu compares Killing is my business et Kill Em All, pour moi, il y a pas débat. Tu prends Killing is my business parce que my business is good. Oh putain, la blague naze. Après, j'ai pas été tout à fait honnête parce que dans Killing is my business, il y a bien des morceaux que je skip comme These Boots, parce que c'est une cover de Nancy Sinatra, je trouve pas terrible. J'avoue que Rattlehead, elle est sympa, mais je l'ai trop écouté, donc j'en ai un peu marre. Chosen Ones, pareil, c'est pas un morceau que j'apprécie beaucoup, mais par contre, banger là, Last Rites Loved to Death, ça c'est le premier morceau qui ouvre Killing is my business, ça t'es déjà bien. Killing is my business, ce morceau est taré, ça va dans tous les sens. Et quand tu prends la version démo, oh putain, la version démo elle était encore plus rapide, parce que tu vois ce que je veux dire, hein. Mais Skull Beneath the Skin, the Skull Beneath Skin, c'est puissant, c'est énorme dans tes oreilles, c'est génial. Puis Looking Down the Cross et Mechanics, en fait. Il y a aussi un truc que j'apprécie beaucoup, c'est les placements vocaux, les placements rythmiques, la manière dont les compositions sont amenées et se conduisent au fil des morceaux. Looking down the cross in a mirror, et puis looking down the cross. Tu vois, ils te le répètent plus rapide. Et ça ajoute beaucoup de dynamisme. C'est vraiment ça le cœur de Megadeth, c'est dynamique. Donc ouais, là on est en 2010, je découvre Killing is my business. Je suis refait. Malheureusement, c'est pas un disque que j'ai dans ma collection parce que à chaque fois que je le trouve, c'est une édition augmentée avec 2 ou 3 CD. Moi, je m'en fiche de ça. Je veux que l'album original. J'en ai rien à faire d'avoir 36 000 CD. Là, maintenant, je peux te mettre la caméra plongeante. En plus, là, je l'ai pas en CD, mais parce que là, les 4 que j'ai, sur le côté, tu vois, il y a le Vic Rattlehead qui ressort. Bon, il me manque une partie parce que l'album So Far So Good So What, c'est punk. Je
pas très fan de cet album-là. Moi, je sais qu'il y en a qui l'apprécient. Dites-moi en commentaire si vous appréciez So Far, So Good, So What. Moi, j'avoue, c'est pas trop ma cam. Donc, j'attends de voir un jour si je trouve le Killing Is My Business qui peut s'intégrer là-dedans. Après, je suis pas complétionniste, c'est pour ça que le Vic Rattlehead ne sera jamais complet. Mais en tout cas, après Killing Is My Business and My Business Is Good, forcément, je me mets, on est en septembre 2010. Peace sells, but who's buying? La paix vend, mais qui achète? Bah, qui achète? En tout cas, moi, ouais, je prends. Donc là, on voit Remixed and Remaster. Si je dis pas de bêtises, ce sont des rééditions qui ont lieu là en 2004. Donc là, on est vraiment sur un son bien défini, bien comme il faut. Donc voilà, j'ai vérifié un instant sur tous les versos. On est sur la même collection, 2004, Capitol Records. Et ça qui fait aussi que Killing Is My Business n'est pas forcément réédité comme les albums que j'ai là. Parce que bah, c'est Combat Records pour Killing Is My Business. Donc Peace Says But Who's Buying? Déjà, il faut le dire, la cover. Killing Is My Business, la cover, tu vois que c'est encore un peu balbutiant. Ils savent pas trop où ils vont au niveau de direction artistique. T'as quand même le crâne de Vic Rattlehead, leur mascotte qui reviendra au fur et à mesure. Je me permets comme ça un aparté. Moi honnêtement, les mascottes, je m'en fiche un peu, tu vois. Même j'ai envie de dire, le côté mascotte, il me fatigue. Là, par exemple, le côté Eddie de Iron Maiden, ça me parle pas. Et même je trouve ça un peu ridicule, un peu foire, un peu carnaval. Moi, c'est pas la DA que je recherche, c'est pas l'ambiance que je cherche. En plus, il y a ce côté merchandising à outrance. On peut te vendre tout et n'importe quoi en dehors des albums parce qu'il y a une mascotte et tu peux acheter les joujoux de la mascotte et la tasse de la mascotte et tout ce que tu veux. Alors, je suis pas en train de critiquer si vous appréciez ça, c'est juste que moi, c'est pas mon délire. Et j'avoue que le côté mascotte dans Megadeth, c'est pas un truc qui me parle. Là, la mise en scène de la mascotte et tout. Ça, c'est vrai que Death derrière, tu vois, il y a pas vraiment de mascotte, mais t'as quand même une cohérence artistique sur l'évolution musicale. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on en parlera peut-être une prochaine fois. Mais voilà, moi c'est que voilà, Vic Rattlehead c'est pas trop mon truc, mais il faut quand même reconnaître que bah y a une histoire qui se raconte, il y a quelque chose qui se fait. Ah mais regarde, là on en reparlera. Peace Says But Who's Buying déjà. Est-ce qu'il faut revenir sur l'ensemble de la discographie? Même pas, enfin ce que je disais là, il y a aucun skip quoi. Wake Up Dead, The Conjuring, trop fort quoi. Peace Says But Who's Buying, excellent tu vois. Pareil, Devil Island quoi, Devil's Island, les placements vocaux, les mélodies, c'est puissant comme tout. Good Morning Black Friday, il y a ça aussi que j'apprécie beaucoup dans Megadeth, c'est l'aspect un peu parfois technique, progressif. Alors c'est pas du thrash technique, c'est pas du thrash prog, mais purée, il y a des compos à tiroir quand même. Et justement, c'est comme dans Killing Is My Business où t'as Black Rights et Love to Death, t'as deux morceaux en un. Mais là c'est pareil, t'as Good Morning et Black Friday. Réunis ensemble, ça fait un morceau beaucoup plus long, plus intéressant aussi. Bad Omen, and Superstitious, ça c'est une cover. Dave Mustaine fait beaucoup de covers, mais ça fonctionne mieux que celle de Sinatra qui avait dans le premier album. My Last Words, excellent. Donc là, effectivement, je tombe sur Peace Sells. Alors, j'avoue que la cover, j'aime beaucoup la couleur. La couleur de la cover a quelque chose d'assez singulier, ça sort du lot. Et puis, t'as tout ce côté années 80, crainte de la guerre froide, avec, tu vois, les avions de guerre, hein, les bombardiers. Tu vois, justement, un bâtiment américain, je dirais que ça ressemble un peu, tu sais, alors c'est pas le Capitole, c'est pas... Après, c'est peut-être aussi le Parlement de quelque chose, je sais pas. Moi, j'avoue, j'ai pas fait mes recherches, tu me diras en commentaire. Mais tu vois, il y a quelque chose qui parle là-dedans. Il y a ce côté un peu, le gouvernement. Et ça, bien sûr, parce que Dave Mustaine, américain et fier qu'il est... Bon bah il y a un petit côté aussi qui peut être complotiste, et ça on y reviendra plus tard. Et puis voilà, la composition, les couleurs, tout est là quoi. Donc là, le CD, avec la petite couleur qui tourne vers le mauve, le violet ou quoi, j'aime beaucoup. Voilà, le petit zoom sur les détails de la cover. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie dans les CD. Alors c'est vrai que le vinyle je découvre comme je disais avec Suffocation, mais ce que j'apprécie dans les CD c'est prendre le livret et l'ouvrir pour voir un petit peu, tu vois, la composition. Et là on voit qu'effectivement il y a une composition qui dépasse le cadre de la cover. C'est excellent. Là t'as vraiment un paysage qui ouvre l'imaginaire. Voilà, donc là je disais c'était 2010, donc là j'ai 19 ans. Ah, je me dis ouais, Megadeth c'est la sensation. Tiens d'ailleurs, on va faire un petit jeu, hein, on va un petit peu répondre aux arguments anti-Megadeth et pro-Metallica. C'est parti. Ouais non, Dave Mustaine il sait pas chanter. Alors ça ok, tu peux le dire qu'il sait pas chanter, mais ça ce sont des considérations esthétiques, c'est pas objectif. Dire oui, Dave Mustaine a une voix particulière, mais bon, si tu fais l'effort,
tu vas t'y faire. S'il fallait que je m'arrête à tous les chants particuliers, alors dans ce cas, je me serais jamais lancé dans le death metal. Hein, je rappelle, Decrepit Birth, Diminishing Between Worlds, c'est quand j'ai entendu les instrus que je me suis dit, ok, tu vas dépasser ton blocage des growls, parce que sinon tu vas passer à côté de super grandes choses. Et puis, être metal, c'est pas se faire arrêter par des voix, non? Je sais pas, je trouve que c'est un blocage un peu facile à dépasser. Puis, si tu me dis que t'écoutes Celtic Frost en plus de Metallica, Celtic Frost c'est quand même assez particulier niveau vocal aussi. Franchement, t'es assez fort ou assez forte pour dépasser la voix de Dave Mustaine, non? Ouais, mais Dave Mustaine, c'est un gros débile conspi, en plus il est pas sympa avec les autres. Si je dois m'arrêter au fait que Dave Mustaine est un débile conspirationniste, alors faut aussi que je jette tous mes albums de Pestilence et mes albums de beaucoup de groupes de métal en fait, parce que j'ai envie de te dire, les dinosaures du métal, en vieillissant, ils s'arrangent pas forcément, hein. En fait, ce qui est intéressant, et Cad de Mes Vieilleries en parle assez souvent quand il relaie les news du site Metal Zone, c'est qu'en fait, deux camps qui se forment chez les anciens musiciens de métal. Il y a soit le côté rédemption, où on s'aperçoit que l'alcool, la drogue, et notre mode de vie contemporain, il y a quand même des choses à revoir et à reprendre, parce que finalement, les excès et nos habitudes que nous avons ont des conséquences sur notre santé. Et de l'autre, t'as le côté un petit peu complètement brain rot, à dire que non, on nous ment, on nous manipule, et puis je fais que ce que je veux. De toute façon, si ça marche pas, c'est la faute de ceux qui nous disent ce qu'on doit faire. Alors moi, je vais te dire ce que tu dois faire. Moi, je m'en cache pas, je pense que vous comprenez dans quel camp je me dirige. Toutefois, c'est pas parce que Patrick Mabelli est un immense débile que je vais m'interdire d'écouter sa musique. Megadeth, c'est pareil. Dave Mustaine, c'est tout ce que je déteste en tant que personne, en tant qu'individu. Ouais, mais en tant que compositeur, il est bon le gars. Également, Dave Mustaine et Patrick Mabelli, ils n'ont rien fait d'illégal jusque-là, hein. Donc je ne vois aucune raison de m'interdire d'écouter leur musique. Puis si t'es là à dire qu'il est détestable avec les autres, dans Metallica, c'est pas forcément mieux, hein. Lars Ulrich, il est ce qu'il est, hein, il est caractériel, c'est un petit équel parfois, hein, il râle pour rien. Et puis Kirk Hammett, c'est un peu un pourri gâté, hein. Je te renvoie à la vidéo de Max Wyme où justement il montre un extrait de Kirk Hammett qui s'énerve. Putain, le mec quoi, faut un peu redescendre, hein. Donc encore une fois, si t'es bloqué parce que Dave Mustaine, il est ce qu'il est, je pense que tu peux aisément dépasser ça. Distinguer l'œuvre de l'artiste, c'est jouable si l'art que l'on écoute n'est pas militant. Là par exemple, en achetant du Megadeth, j'ai pas le sentiment de trahir mes convictions ou de financer quelque chose de pas joli. Au contraire de certains groupes militants, que si tu achètes leur merch, leur album, tu finances leurs activités politiques. Et ça c'est un autre débat que j'ai déjà évoqué dans une autre vidéo. Ouais, les morceaux de Metallica, ils sont quand même vachement efficaces. Alors, oui, il y a des morceaux efficaces de Metallica, je vais pas dire le contraire. Mais après, moi j'ai quand même le sentiment que les morceaux de Metallica qui me plaisent le plus ne sont pas ceux qui font l'unanimité. À commencer par le fait que moi, Death Magnetic, je l'apprécie. Et il y en a plein qui le détestent. Pour des raisons légitimes, hein, le son de Death Magnetic, il est pas très bon. Ouais, mais le son chez Metallica, un peu particulier, non? Ok, Kill 'Em All, Ride the Lightning et Master of Puppets ont imposé des standards, mais déjà, Injustice for All, l'absence de basse, c'est illégal. Load Reload, j'en parle pas. Cet Anger, il y a besoin de l'évoquer. Le dernier, 72 Seasons, il est normal que le son soit à peu près correct. C'est Metallica. Mais aussi là, je pensais dans Metallica, Disposable Heroes, Holier Than Thou. Vous connaissez ces morceaux? Parce que je suis sûr, on regarde les stats Spotify, je suis sûr et certain que Holier Than Thou et Disposable Heroes, ils sont pas aussi hauts que les grands classiques de Metallica. Parce que j'ai quand même le sentiment qu'il y a un effet playlist chez Metallica. C'est-à-dire que les gens écoutent des morceaux choisis et pas l'album en entier. Ouais, mais ça c'est vicié parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent Metallica en côté playlist. Parce qu'il y a aussi des gens qui les écoutent en mode une traite, on prend l'album et on ne s'arrête pas. Ce qui me fait revenir sur Megadeth, moi Master of Puppets, c'est des morceaux, je les skip. Même Injustice for All que j'aime beaucoup, il est trop long comme album. Tu vois, à la rigueur, Raining Blood de Slayer, aucun skip. All Killers, no fillers. Voilà, il n'y a que des tubes, il n'y a rien pour remplir. Et en disant ça, je fais la transition vers Rest in Peace. Aïe. Alors,
Peace Sells, si je dis pas de bêtises, sorti en 86, donc la même année que le Reign in Blood de Slayer. Rest in Peace est sorti 4 ans après, hein, je regarde bien, mais effectivement, c'est sorti en 1990. Donc effectivement, on n'est pas dans la même époque que par exemple Master of Puppets de Metallica. On est plutôt là pour Master of Puppets, tu vois, Master of Puppets, Peace Sells, bon ça gagne haut la main, ça se dit. Rest in Peace 90, je crois que le Black Album sort en 91, mais là en fait 90 en termes de thrash metal, on est sur les dernières heures du thrash en fait. Là les grandes heures du thrash sont déjà passées. En 90 commence déjà à sortir des Demolition Hammer qui vont avoir un côté plus death metal. Scream Bloody Gore de Death est sorti 3 ans plus tôt. On va commencer à avoir aussi les Forbidden qui proposent autre chose dans le thrash metal. En 1988 est également sorti l'album Refuge Denied de Sanctuary qui présente un Judas Priest dopé au thrash metal. Puis Sanctuary a sorti en 1990 son album Into the Mirror Black, véritable pierre angulaire du thrash metal tardif qui servira de base à énormément de projets par la suite. Et puis dedans on retrouve Warrell Dane au chant, Warrell Dane qui a aussi lancé le projet Nevermore, également un ponte du métal progressif. On a aussi Athéiste qui va commencer à sortir des trucs, enfin là Rest in Peace 90, on est assez tard dans l'histoire du thrash metal. Ce que j'ai pas dit dans mon rapport à Megadeth, c'est qu'en fait quand j'étais en terminale, donc 1 an avant que je sois à fond dans Megadeth, j'avais quand même Hangar 18 qui était dans ma playlist et qui tournait régulièrement. Hangar 18 qui est le tube de Megadeth, le morceau le plus connu. Et je me souviens qu'à l'époque, donc là en 2008-2009, j'écoutais le reste de Rest in Peace et j'étais pas convaincu, j'avais pas envie d'écouter ça. Bon, à l'époque j'étais encore à fond power et même folk power metal. Mais là vraiment, voilà, 2010-2011, j'écoute Megadeth et je me dis mais après Killing is my business et Peace Sells, c'est excellent Rest in Peace. Voilà, Holy Wars avec la transition un petit peu orientalisante qui du coup m'évoque un peu la guerre du Golfe qui n'a pas encore commencé à ce moment-là, mais qui voilà, m'évoque en fait ce côté où les États-Unis vont envahir le Moyen-Orient. Donc on est en 90, un peu visionnaire les bougs. Mais voilà, enfin, Hangar 18, Techno Prisoners. Je me souviens qu'à l'époque aussi, Tornado of Souls. Qu'est-ce que tu veux de plus? Là, ce qu'il y a, c'est qu'on a Marty Friedman qui rejoint l'écurie Megadeth. Et tu sens la différence, quoi. Si j'apprécie énormément Killing is my business pour son côté punk, débridé et extrêmement thrash metal dans l'âme, si j'apprécie les compos parfois à tiroir dans Peace Sells But Who's Buying, là dans Rest in Peace, t'as une couleur très particulière qui est apportée par le jeu de Marty Friedman. Mais t'as des solos qui sont anthologiques. Tornado of Souls, mais même Hangar 18. Moi je me souviens que Hangar 18, je me le mettais en boucle pour la simple et bonne raison que rythmiquement, en plein milieu, ça change. Et alors toute la partie solo à la fin, laisse tomber. Ce qu'on disait avec mon grand frère, c'est que Hangar 18, on va dire les paroles, la première partie d'Hangar 18, c'est un prétexte pour ensuite aller vers le finish où c'est duel de guitare. Non mais franchement les gens quoi, entre Master of Puppets et Hangar 18, pour moi, il n'y a pas photo. Mais là je pense qu'on est plutôt sur des considérations idéologiques et esthétiques de la musique, parce que finalement les intentions qu'il y a dans Master of Puppets et dans Hangar 18 sont radicalement différentes. Et c'est pour ça que finalement ce conflit qu'il y a entre Metallica et Megadeth et les fans de Metallica et Megadeth en particulier, s'explique parce que c'est pas du tout les mêmes propositions. Et c'est pour ça qu'à l'époque des années 80, on parlait bien du Big Four of Thrash Metal, parce que Metallica, Megadeth, Anthrax et Slayer ne proposaient pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que je parle moi du Big Four du Technical Death Metal, parce qu'entre Death, Cynic, Athéiste et Pestilence, t'as 4 propositions artistiques radicalement différentes. Cependant, les 4 groupes du Big Four du thrash metal, ils ont des liens, des accointances, parce qu'ils ont participé à l'émergence d'une scène, avec dans leur sillon des groupes inspirés d'eux-mêmes. Je pense à Death Angel, qui a été repéré par Kirk Hammett et qui est pas mal inspiré Metallica, mais en même temps avec ce petit soupçon Sepultura dans certaines compos. Ils ont la dalle dans Death Angel quand t'écoutes The Ultra Violence. Je pense forcément à Exodus et Testament,
qui ont été aussi dans le sillon de la Bay Area. Alors, la Bay Area, c'est la côte ouest, hein. Et là, justement, bah, Rest in Peace, je me suis réécouté l'album très récemment. Alors déjà, moi j'aime beaucoup le côté bleu et jaune qui donne forcément quelque chose d'agréable à l'œil. Et là, je me suis pris une fessée monumentale avec le morceau Lucretia. C'est vrai que c'est un morceau que auparavant, j'étais pas forcément à fond dedans. Là, tu vois, par exemple, là par contre, la cover, contrairement à Peace Sells, elle va pas jusqu'au bout, elle se continue pas. Ah, mais Lucretia, vraiment, le riffing qui sert de structure initiale, il est super quoi. Vraiment, il y a quelque chose qui ça me surprend pas que Megadeth aurait inspiré des groupes de technical death parce que il y a vraiment une manière de composer. Et en plus, tous les morceaux, c'est composé par Dave Mustaine. Donc ouais, le gars, il est ce qu'il est, mais putain, il est super créatif quoi. Et puis bon, alors Dawn Patrol, c'est un morceau un peu tampon, un peu transition. Mais derrière, Rest in Peace, Polaris, incroyable. Et donc je disais, voilà, j'avais Guitar Hero Metallica, c'est comme ça que je suis rentré dans Metallica, puis dans Megadeth. Mais il y avait aussi Guitar Hero 5, je crois, où il y avait aussi le morceau Sweating Bullets, qui est dans Countdown to Extinction. Donc on parlait de Vic Rattlehead, allez, si tu veux, il est là, regarde, il y a la tête de mort, on va dire qu'il y a Vic Rattlehead sur cette cover. Countdown to Extinction, donc, que j'ai écouté grâce au Sweating Bullets de Guitar Hero. Ah, je m'en cache même pas, moi Guitar Hero c'est un jeu que j'aimais bien, c'était bon délire. De toute façon, moi faut bien comprendre, je suis un kids années 90-2000, j'ai grandi avec les Tony Hawk's Pro Skater, Tony Hawk's Underground, les Burnout. Et donc, bah, Guitar Hero, ça faisait un peu partie de ce background, de cette, on va dire, de cette flavor. Et donc ouais, Sweating Bullets, je l'écoutais, je me disais, mais waouh, vachement ambitieux ce morceau, très original, il sort complètement du lot. Donc je me lance Countdown to Extinction, Skin on my teeth, excellent. Symphony of Destruction qui est un peu le tube de Megadeth avec Hangar 18. J'avoue que je le trouve un peu plan-plan, c'est pas mon morceau préféré, mais bon ça marche toujours très très bien. Architecture of Aggression, sympa sans plus, j'avoue. Foreclosure of a Dream, ces deux morceaux là, c'est là où on voit quand même que ça commence à affaiblir, hein. On est en 92 ceci dit, hein. Le death metal est déjà bien sorti et tout, donc là il est difficile de se faire une place avec le thrash metal. Par contre Sweating Bullets, excellent. Le morceau Countdown to Extinction j'aime beaucoup aussi. Psychotron, ah c'est un de mes morceaux favoris de l'album. C'est vrai que bon, les paroles elles sont ce qu'elles sont. Je trouve que franchement Rest in Peace a des paroles vraiment bien fichues. Mais là c'est vrai, Not a Cyborg, si tu veux, hein, call him Psychotron, un peu basique. Mais j'aime beaucoup l'instrumentation et j'aime beaucoup la partie solo. Ashes in your mouth, excellent Ashes in your mouth, hein. With dust and ashes in your mouth. Et après ça accélère. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Ah, j'ai galéré à le sortir celui-là. Mais voilà, encore une fois, Marty Friedman, vraiment, il a un toucher, une manière d'approcher les solos et la composition, c'est très très particulier. Enfin, vraiment, Marty Friedman, excellent. Donc là, voilà, la petite saveur, la petite flavor. Moi, je dis, voilà, en 92, quand même, Megadeth sur cet album. Un an après le Black Album, moi je suis désolé, mais les gens qui sont là à dire que dans le métal tout se ressemble, et puis les légendes, voilà, parfois sont pas à niveau et tout, Metallica, même s'ils ont fait des mauvais albums, je continue de défendre. S'il te plaît, face au Black Album, là il n'y a pas photo. Je veux dire, là, on est encore sur du thrash metal, on est encore sur une saveur qui est la continuité de la production Megadeth. Donc ça voilà, de Killing is my business jusqu'à Countdown en excluant So Far So Good So What, ces trois albums sont vraiment ceux que je me mets régulièrement dans les oreilles pendant toute ma licence de lettres modernes. Et après j'avoue que Megadeth c'est un groupe que je mets de côté parce que je vais me concentrer sur d'autres horizons. Cependant ces albums là, ces disques, je les ai achetés entre 2019 et 2021, si je dis pas de bêtises. J'avoue que j'ai pas forcément consigné les dates d'achat pour ces albums là. Par contre ce qu'il y a c'est que l'année dernière, 2024, je m'achète le Euthanasia de Megadeth. Euthanasia. En fait, quand j'étais en licence et j'écoutais Megadeth, bah, j'écoutais quand même pas mal le morceau À tout le monde, mais avec la chanteuse de Lacuna Coil. J'aimais bien la vibe, j'aimais bien le côté chant de Mustaine et chant féminin. J'apprécie cette reprise, mais en réalité, j'aime le morceau À tout le monde. Je sais qu'il fait beaucoup rire, et c'est normal, hein, parce que Dave Mustaine qui chante en français,
c'est rigolo. Mais il est vrai que j'avais pas forcément écouté l'album Euthanasia. Parce que tout simplement, à partir de Countdown to Extinction, les gens commencent à dire que Megadeth c'est complètement perdu. Cryptic Writings, c'est un album qui est assez décrié. Risk, il y en a plein qui le défoncent. The World Needs a Hero, là on est dans le creux de la vague Megadeth, c'est les années 2000. Il n'y a pas que Megadeth, il y a aussi Metallica, Iron Maiden qui se sont retrouvés vraiment au fond du fond du fond. The System Has Failed, il y en a pour dire Megadeth Has Failed. Après voilà, United Abominations, pareil, c'est pas un album qui a convaincu. Par contre j'ai souvenir, voilà, en 2011-2012, à la sortie de 13, le mec il disait ouais mais Endgame c'est plus sympa que 13. J'avais écouté Endgame, j'avais plutôt apprécié, mais je t'avoue qu'il n'y a aucun morceau qui me revient là, j'ai pas réécouté, je t'avoue, ça m'intéresse pas tant que ça. Mais je me souviens par contre en 2013, Super Collider, celui-là vraiment ça avait été... on avait beaucoup rigolé avec mon frère parce que c'était vraiment pas fou. Kingmaker, je me souviens de ce morceau, mais qu'est-ce qui était pénible. Oh là là. Et je me souviens comme ça, anecdote avec mon frère, on écoutait parfois le morceau Kill the King de Megadeth qui est sorti en 2000. Et en fait on s'en moquait parce que le refrain Kill the King is dead, c'est très très loin du morceau Kill the King qui a été fait par Rainbow. Et voilà, après Megadeth a sorti Dystopia qui a un peu plus convaincu. Et surtout là en 2022 The Sick, The Dying and The Dead qui là pour le coup a raflé la mise. Il y a beaucoup de personnes pour le défendre. Donc tu comprendras que à partir de Countdown to Extinction, moi j'ai pas tout écouté parce que ça soufflait le chaud et le froid. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui, on va dire, défonçaient la plupart des albums de Megadeth à cette époque-là. J'en parlais pour Suffocation avec Breeding the Spawn, mais c'est vrai que dans les années 2000 et début 2010, il y a beaucoup d'albums qui avaient de très très sales notes. Et c'est assez récemment, je pense depuis le confinement, que des gens ont pris le temps de réécouter d'anciens disques pour les réhabiliter. Comme quasiment 20 ans plus tard, on a le recul pour ne pas être en plein dans la sauce et dire « Ah non, je suis pas content, je suis déçu, l'album est nul !» Et ben avec du recul, les gens ont pu se dire « Ok, c'est pas l'album que j'attendais à l'époque, mais si on remet dans le contexte et si on voit un peu l'histoire du groupe et en suivant les interviews, en suivant ce que les musiciens en disent, bah, c'est vrai que j'étais peut-être passé à côté de cette subtilité. » Donc c'est vrai que depuis 2020, il y a pas mal d'albums comme ça qui se font rétablir, notamment Euthanasia. Tu vas sur Metalum, il est actuellement à 80%. Moi j'ai souvenir qu'à une époque, il dépassait pas les 6 sur 10. Notamment parce que les gens ils disaient à tout le monde, c'est quoi ce morceau de merde. De la même manière que pour le Seven Son of Seven Son de Iron Maiden, là pour dire Can I play with madness, c'est quoi ce morceau de merde. Non mais les métalleux quoi, ça joue les tough guys, et dès que tu leur mets un morceau qui est un peu mielleux ou qui sort de l'ordinaire, ça y est, ça pousse maître. Mais 2021-2022, j'ai un élan de nostalgie, j'écoute du Linkin Park alors que j'en ai jamais vraiment écouté, c'était en fond diffus dans mon adolescence, notamment entre mes 14-16 ans, bah, ça passait à la radio, les gens en parlaient, donc je connaissais sans connaître vraiment. Donc je me réécoute du Linkin Park, je m'écoute du Slipknot, pareil, j'ai jamais vraiment écouté Slipknot, donc je mets des petits morceaux comme ça pour me rappeler la flavor années 2000. Et je me rappelle du coup de à tout le monde, à tous mes amis, je vous aime, mais je dois partir. Et je m'écoute Euthanasia, que finalement je trouve en boutique l'année dernière, donc en 2024. Et que dire, c'est un très bon album. Alors évidemment, si vous venez là pour le thrash années 80, ça ne fonctionnera pas. Si on prend les morceaux qui sont là, notamment Reckoning Day, Train of Consequences, là tu vois le côté thrash tardif. Le thrash qui sort de ses propres gimmicks pour proposer autre chose. Addicted to Chaos, pareil, ça marche super bien. Donc tu te prends coup sur coup 3 morceaux qui te mettent bien en termes d'agressivité et de hargne, et tu te prends à tout le monde, qui est surprenant. J'ai pas souvenir qu'il y ait beaucoup de ballades chez Megadeth. En tout cas, ça m'a pas autant marqué que à tout le monde. Les paroles marchent super bien. C'est juste dommage qu'il y ait eu ce drama sur à tout le monde par rapport voilà, à Column. Je peux pas dire la suite pour pas être... tu m'as compris. Mais voilà, en fait, il y a des gens qui ont instrumentalisé le morceau à tout le monde et l'ont utilisé à des fins politiques assez minables. En fait, j'aime beaucoup la suite. J'avoue que la suite, j'ai pas forcément d'éclat de génie. De moment où je me dis, ah ouais, ce morceau, il y a tel moment, waouh, c'est vraiment génial. Mais je trouve que c'est très équilibré. Et ça me permet comme ça de parler d'un élément qui est parfois assez révélateur dans certains albums. Je pense notamment à Exivious, la différence entre le premier Exivious et le Liminal sorti plus tard.
c'est qu'il y a des albums comme ça où t'as des singles qui vont ressortir, des bangers qui vont surgir, et des morceaux un peu en dessous. Ce qui fait que ces morceaux en dessous, tu vas les déprécier davantage parce que les morceaux excellents sont vraiment très bons. Donc là, on est plutôt dans le cas du premier Exvius, et après, tu vas avoir d'autres albums qui vont être globalement équilibrés, qui seront bons dans la longueur, mais tu n'auras pas de moments shiny, de moments éclatants, où tu vas te dire « Oh purée là, oh les frissons !» Euthanasia, il y a un peu ce côté-là. Il y a le début qui est vraiment super jusqu'à tout le monde, et après, on a un rythme de croisière qui s'installe, qui est pas dégueulasse, hein, mais c'est que à l'écoute, il n'y a pas de moment où je me dis « Ah ouais, ah là ça ressort, ouah, trop bien !» Mais il n'empêche que je passe un excellent moment avec Euthanasia. Je me le mets, et je profite. Mais on va pas se mentir que Rust in Peace, non seulement je le mets, non seulement je profite, mais en plus, je suis terrifié par les idées employées. Mais encore une fois, Hangar 18, Tornado of Souls, Lucretia, que des hits. Et ça, tu le retrouves dans Peace Sells But Who's Buying? Non, vraiment, si je devais faire un top des albums de Megadeth, si je devais un peu les ranger parmi ceux que j'ai dans ma collection, hein, voilà, t'aurais Peace Sells, Who's Buying et Rest in Peace à côte, super. Countdown to Extinction et Euthanasia aussi, côte à côte, super aussi. Et je mettrai Killing Is My Business quelque part entre les deux. Et si vous voulez vous lancer dans Megadeth, Rest in Peace, cultissime, et c'est pas pour rien. Je pensais que j'aurais rien à dire sur Megadeth, finalement, je me suis bien fourvoyé. J'ai eu pas mal d'anecdotes, pas mal de choses à vous raconter. Encore une fois, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez mon rapport à Death, même si j'ai beaucoup parlé de ce groupe, pareil, n'hésitez pas à le dire. Ou alors si vous voulez que je choisisse un autre groupe, faites-le-moi savoir en commentaire aussi. Je vous rappelle qu'il y a Les Litanies de l'Acier, mon roman de fantasy, lien en description. La chaîne Twitch, pareil, tu connais. Un temps de nouvelles aventures, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao, ciao.